Les vendeurs automobiles ont terminé bon dernier dans le sondage le plus connu en Amérique sur l'honnêteté, et ce pendant la majeure partie de 5 décennies. Gallup mène cette enquête depuis 1976. Les infirmières occupent la première place presque chaque année. Les concessionnaires automobiles se disputent le bas du classement avec les démarcheurs téléphoniques et les membres du Congrès. Mais le concessionnaire automobile américain n'a pas commencé comme un méchant. Il a commencé comme l'homme qui a mis votre ville sur roue. Et Henry Ford avait bien plus besoin de lui que lui n'avait besoin d'Henry Ford. Alors, comment l'entreprise la plus locale d'Amérique est-elle devenue celle à laquelle personne ne fait confiance? La première concession Ford a ouvert à San Francisco en 1903, dirigée par un marchand de vélos nommé William Hewson. La Ford Motor Company n'avait presque pas d'argent à l'époque. Ce qu'elle avait, c'était un Model T et un problème de distribution. Construire un réseau national de salles d'exposition appartenant à l'entreprise aurait coûté plus que la valeur de la société elle-même. Alors Ford a vendu le droit de vendre. Des hommes d'affaires indépendants à Toledo, à Wichita et à Sacramento ont investi leur propre capital, coulé leur propre béton, embauché leurs propres mécaniciens et payé Ford comptant à la livraison pour chaque voiture avant qu'un seul client ne franchisse la porte. Cet arrangement mérite qu'on s'y arrête. Le concessionnaire faisait bien plus que gérer les stocks. Le concessionnaire finançait l'usine. Chaque Model T qui sortait de Highland Park était payé avant d'atteindre un acheteur. En 1912, 7000 concessionnaires Ford étaient disséminés à travers le pays, et le modèle s'est étendu à Chevrolet, à Studebaker, à Packard, qui en 1903 est devenu le premier constructeur automobile à former les mécaniciens de ses concessions dans sa propre usine. Pendant une génération, cela a fonctionné merveilleusement des deux côtés. Les concessionnaires se sont enrichis. Ils ont fondé le club automobile local. Ils ont fait campagne pour des routes goudronnées. Ils ont convaincu les fermiers de l'idée même de conduire. Mais le même accord de franchise qui avait rendu ces concessionnaires riches allait finir par les laisser exposer. À l'automne de 1920, Henry Ford était en grande difficulté. Il devait de l'argent à des banquiers de New York. Le marché des voitures neuves s'était effondré et la Ford Motor Company perdait environ $20 sur chaque véhicule sortant de la chaîne. Alors Ford et son trésorier, Ernest Kunzler, ont commencé à expédier des voitures à des concessionnaires qui ne les avaient jamais commandées, accompagnés de caisses de pièces détachées que personne n'avait demandées. Les conditions étaient paiement comptant à la livraison. Refuser signifiait perdre la franchise. La plupart des concessionnaires ont emprunté l'argent et accepté la livraison. Certains ont fait faillite. Au printemps de 1921, Henry Ford avait remboursé toutes ses dettes et disposait d'un excédent de trésorerie de $20 millions. C'est la partie que les gens oublient. Pendant les 50 premières années du commerce automobile américain, le concessionnaire était la partie la plus faible. Pendant que Ford pressait ses salles d'exposition, General Motors assemblait quelque chose de plus discret et de bien plus lourd de conséquences. En 1919, il a lancé la General Motors Acceptance Corporation, un organisme de crédit dont le seul objectif était de permettre aux familles ordinaires d'acheter une Buick à tempérament. Henry Ford considérait l'achat à crédit comme proche d'une faute morale. Il a poussé à la place un plan d'épargne, où les clients déposaient de l'argent chez leur concessionnaire Ford local, semaine après semaine, jusqu'à ce qu'ils aient le prix d'achat complet sur le compte. Ça n'a pas marché. En 1918, la moitié des voitures sur les routes américaines étaient des Model T. En 1930, 3 voitures et camions sur 4 dans le pays étaient achetés à crédit, et la plupart portaient un autre badge. Cette décision semblait mineure à l'époque. Elle ne l'était pas. Mais il y a un détail dans ce basculement, que la plupart des histoires de Détroit passent sous silence. À l'instant où le crédit est entré dans la salle d'exposition, la concession a cessé d'être un magasin qui vendait des voitures. Elle est devenue une entreprise de prêt qui vous remettait les clés à la fin. Presque chaque plainte qui suit dans cette histoire remonte à ce petit bureau au bout du couloir, là où les papiers se signent. Washington, District de Columbia, l'été de 1956. Une sous-commission du Sénat examinait des piles d'accords de franchise collectés auprès de concessionnaires à travers le pays, et ce qu'elle a trouvé était déséquilibré. Le contrat type n'obligeait pas le constructeur à fournir au concessionnaire le moindre stock.
Il permettait aux constructeurs d'annuler un concessionnaire à volonté, sans motif, avec une salle d'exposition, un atelier de réparation et les économies d'une famille en jeu. Le Congrès a répondu par la loi dite Automobile Dealers Day in Courte Act, signée en août 1956. Son objectif était inscrit dans le texte même de la loi, rééquilibrer un pouvoir que le Congrès décrivait comme lourdement penché en faveur des constructeurs automobiles. Les concessionnaires pouvaient désormais poursuivre Detroit devant un tribunal fédéral pour comportement de mauvaise foi. C'était la première vraie victoire du concessionnaire à Washington, mais elle a ouvert une porte qu'il n'avait pas prévue. Le sénateur Mickey Monroney de l'Oklahoma avait présidé une partie de cette enquête. Sa sous-commission avait passé 2 ans à écouter des concessionnaires, décrire à quel point les constructeurs les maltraitaient, et dans les mêmes classeurs, elle tombait sans cesse sur autre chose, une pratique que le métier appelait le packing. Le packing fonctionnait ainsi. Un concessionnaire gonflait le prix catalogue d'une voiture neuve sur le parc, parfois de plusieurs centaines de dollars, afin de pouvoir ensuite offrir une reprise spectaculaire sur le véhicule du client. L'acheteur quittait le parc, convaincu d'avoir gagné la négociation. Les chiffres avaient simplement migré d'une colonne du contrat de vente à une autre. Monroney l'a dit clairement au Sénat. Un concessionnaire honnête ne pouvait pas concurrencer un concessionnaire qui gonflait le prix catalogue, parce que le prix gonflé permettait une remise qui n'avait que l'apparence de la générosité. Alors, en mars 1958, il a déposé un projet de loi exigeant que le constructeur colle une étiquette de prix sur la vitre de chaque voiture neuve avant qu'elle n'atteigne le parc. Le Sénat l'a adopté en mai. La Chambre l'a adopté en juin. Le président Eisenhower a signé la loi sur la divulgation d'informations automobiles en juillet, et les étiquettes sont apparues sur les pare-brises en janvier suivant. C'est ça, le sticker de vitre, la feuille blanche collée sur la vitre de chaque voiture neuve en Amérique. Elle existe parce que, dans les années 50, on ne pouvait pas faire confiance à une concession pour énoncer le prix d'une voiture à voix haute. Et l'Association nationale des concessionnaires automobiles a soutenu le projet de loi parce que les packers donnaient une mauvaise image à tous les autres. Mais la bataille décisive se déroulait bien loin de Washington. 50 capitales d'État, une assemblée législative à la fois. Tout au long des années 30, des années 40 et des années 50, les associations de concessionnaires se sont présentées dans leur capitale d'État et ont demandé une protection contre Detroit. Elles l'ont obtenue. État après État, des lois sur les franchises ont été adoptées, rendant difficile pour un constructeur de mettre fin à un contrat de concessionnaire, difficile d'ouvrir un magasin concurrent un peu plus loin sur la route, et dans de nombreux endroits, carrément illégal pour un constructeur de vendre une voiture directement à un client. Ces lois sont toujours en vigueur. Elles ont été rédigées pour protéger l'homme qui possédait une seule salle d'exposition sur une seule route nationale face aux plus grandes entreprises du monde. Et en 1955, c'était une chose raisonnable à vouloir. Ce qui soulève une question. Comment quelques milliers de détaillants ont-ils réussi à surpasser le lobbyisme de General Motors? La réponse est la géographie. Une concession automobile ne peut pas être délocalisée. Elle se trouve sur la route principale de chaque circonscription du pays. Elle emploie des techniciens, des réceptionnistes et des responsables financiers qui vivent à 5 kilomètres. Elle achète la publicité qui fait vivre le journal local et la station de radio locale, et elle met son nom sur le panneau d'affichage du lycée. Aujourd'hui, il y a 16 990 concessions de véhicules légers franchisées aux États-Unis. Ensemble, elles ont généré 1 300 milliards de dollars en véhicules et services au cours de 2025, et elles emploient environ 1 100 000 personnes. Lors d'un récent cycle électoral, 372 des 435 membres de la Chambre des représentants ont accepté des dons de campagne de la part de concessionnaires automobiles. C'est un lobby qui n'a jamais besoin de se rendre à Washington. Il vit déjà en périphérie de la ville. À l'été 2010, cette empreinte de salles d'exposition et d'ateliers de réparation allait être mise à l'épreuve à Washington d'une manière inédite. Le Congrès rédigeait la loi Dodd-Frank, la réponse législative à la crise financière, et enfouie à l'intérieur se trouvait une nouvelle agence appelée le Bureau de protection financière des consommateurs. Le premier projet n'exemptait personne. Les concessionnaires ont afflué vers Washington.
L'argument qu'il portait tenait sur un autocollant de pare-choc. La rue commerçante, pas Wall Street. Le sénateur Sam Brownback du Kansas a porté l'amendement devant le Sénat et a dit à ses collègues qu'on ne trouvait pas un seul concessionnaire automobile à Wall Street. Mais tout le monde à Washington n'était pas convaincu. Le secrétaire à l'armée, John McAhue, a écrit à la commission bancaire du Sénat pour s'opposer à l'exemption, avertissant que des soldats avaient été victimes de produits financiers coûteux vendus par certains concessionnaires et prêteurs. Le président Obama s'y est personnellement opposé également. L'exemption est passée quand même. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour la famille assise en face du responsable financier? Quand le nouveau Bureau de protection a ouvert ses portes, l'achat que les ménages américains finançaient le plus souvent après leur logement se trouvait hors de sa compétence. Le bureau pouvait superviser la banque derrière le prêt. Il ne pouvait pas superviser le bureau où le prêt était rédigé. En décembre 2025, l'arithmétique à l'intérieur d'une concession américaine moyenne ressemblait à ceci. Sur le métal même d'un véhicule neuf, le concessionnaire franchisé typique réalisait 279 $ de marge brute. 279 $ sur l'achat de consommation le plus important garé dans l'allée. Alors, où une concession gagne-t-elle vraiment son argent? Sur la même période, le Bureau de financement et d'assurance produisait près de 2000 $ de marge brute par véhicule vendu au détail. Et parmi les groupes de concessionnaires cotés en bourse, le chiffre dépassait 2500 $. Contrats d'extension de garantie, couverture de valeur résiduelle, protection peinture et tissu, et la différence entre le taux d'intérêt approuvé par le prêteur et le taux inscrit sur le contrat. La marge brute totale sur l'ensemble de la transaction s'élevait à 2253 $, en baisse de 6,4% par rapport à l'année précédente. Mais regardez ce que ces deux chiffres font à une salle d'exposition. La voiture est presque un produit d'appel. Le vrai produit, c'est la paperasse. Et cela explique l'expérience vécue sur le parc, bien plus honnêtement que n'importe quelle histoire de vendeur cupide. Parce que le vendeur qui vous accompagne au bureau de financement n'est pas celui qui fait l'argent. Si vous trouvez ceci utile, prenez une seconde et abonnez-vous. Je décortique l'histoire derrière le commerce automobile chaque semaine. Pendant que tout cela transformait le plancher de la salle d'exposition, la bataille plus ancienne sur la question de savoir qui a même le droit de vous vendre une voiture continuait de se frayer un chemin dans les tribunaux. Les lois rédigées en 1955 pour protéger un petit entrepreneur face à General Motors sont les mêmes lois auxquelles un acheteur se heurte quand il essaie d'acheter une voiture qui n'a pas de concessionnaire attitré. Tesla a passé plus d'une décennie devant les tribunaux pour exactement cette raison. Le New Jersey a fermé ses magasins en 2014 à la demande de l'Association des concessionnaires de l'État. Le Texas, où Tesla a son siège et fabrique ses voitures, limite toujours ses points de vente à des galeries où le personnel ne peut ni discuter du prix, ni conclure une vente. Dans le Connecticut, Tesla a ouvert un magasin sur les terres tribales Mohegan, hors de portée de la loi de l'État. En Louisiane, l'interdiction a été contestée devant les cours d'appel fédérales. Si l'on additionne le tout, la grande majorité des États ont aujourd'hui une règle qui interdit ou restreint la vente directe d'un constructeur à un conducteur, et le résultat est un patchwork d'exemptions cousues ensemble, capitale après capitale. Plusieurs de ces exemptions ont été rédigées assez étroitement pour correspondre à Tesla et à personne d'autre, ce qui a laissé les salles d'exposition de Rivian et de Lucid dans le même piège une décennie plus tard. Le directeur général de Rivian, R.J. Scaringe, a déclaré à Inside EVs que les lois sur les franchises de concessionnaires sont aussi proches de la corruption qu'on peut l'être. Les concessionnaires répondent que ces lois protègent le consommateur, qu'une concession indépendante se battra contre un constructeur pour une réclamation de garantie d'une manière qu'un magasin appartenant à l'entreprise ne ferait jamais. Ces deux choses peuvent être vraies en même temps. Puis est arrivée la pandémie, et le débat a quitté les assemblées législatives pour atterrir sur le parc du concessionnaire. Une pénurie de semi-conducteurs a étranglé la production. Des parcs qui portaient normalement 400 voitures n'en portaient plus que 40. Et au printemps de 2022,
Une étude portant sur 1 200 000 annonces de voitures neuves a révélé que le véhicule neuf moyen en Amérique se vendait à 9,9% au-dessus du prix de détail suggéré par le fabricant, soit environ 3 753 $ au-dessus de l'étiquette sur l'ensemble du marché. Aux extrêmes, c'était bien pire. Des Jeep Wrangler changeant de main à 26% au-dessus. Un Ford Maverick en Pennsylvanie affiché à 34,7% au-dessus du prix conseillé. Une concession en Virginie demandant 30 000 $ de plus que l'étiquette pour un F-150 Lightning qui n'avait pas encore été construit. Mais les constructeurs étaient furieux, ce qui en dit long sur qui fixe réellement le prix final dans une salle d'exposition américaine. Le directeur général de Ford, Jim Farley, a déclaré publiquement qu'environ 10% de son réseau de concessionnaires majorait les prix des véhicules, que Ford savait précisément quel magasin le faisait et que leur allocation future en souffrirait. Le président de General Motors, Steve Carlisle, a envoyé à son réseau une lettre similaire au sujet de la Corvette C6 et des véhicules électriques de General Motors. Le sticker de vitre pour lequel Monroney s'était battu en 1958 était toujours là sur le pare-brise. À côté, sur la même vitre, se trouvait une deuxième feuille de papier portant l'ajustement de marché. Alors pourquoi Washington n'a-t-il pas mis fin à tout cela? En décembre 2023, la Commission fédérale du commerce a finalisé une règle visant directement tout ceci. La règle dite de lutte contre les arnaques du commerce automobile aurait obligé les concessionnaires à annoncer le prix complet d'un véhicule, interdit de facturer des suppléments n'apportant aucun bénéfice et exiger un consentement écrit avant que tout frais ne soit inscrit sur un contrat. Les régulateurs de la Commission ont déclaré avoir constitué le dossier au fil d'une décennie de tables rondes et de plus de 100 000 plaintes de consommateurs. Cependant, cette règle n'a jamais atteint un seul plancher de salle d'exposition. L'Association nationale des concessionnaires automobiles et l'Association des concessionnaires automobiles du Texas ont saisi la Cour d'appel du 5e circuit le jour même de la publication de la règle. Fin janvier 2025, la Cour l'a annulée, par 2 voix contre 1. Cette décision portait entièrement sur la procédure. La Commission avait sauté l'avis préalable de projet de réglementation que son propre règlement exigeait, un seul document manquant dans une pile de dossiers accumulés sur une décennie. Les juges n'ont jamais abordé la question de savoir si la règle était une bonne politique. Un juge a exprimé sa dissidence, en pointant du doigt cette décennie de tables rondes et ses 100 000 plaintes. La Commission n'a pas fait appel. En février 2026, elle a retiré la règle du registre fédéral. Puis, en mars 2026, elle a envoyé des lettres d'avertissement à 97 concessions concernant des prix annoncés qui omettaient des frais obligatoires. Ces noms sont devenus publics fin mai. La règle elle-même avait disparu des registres. L'application de la loi, elle, non. Alors, où en est l'entreprise la plus détestée d'Amérique? Il vaut la peine d'être précis ici. Les gens qui travaillent dans ces ateliers et ces salles d'exposition sont des techniciens, des magasiniers, des conseillers de service et des vendeurs qui font le travail qu'on a placé devant eux. Les concessionnaires franchisés effectuent les réparations sous garantie et les rappels de sécurité que quelqu'un doit bien effectuer sur environ 259 millions de véhicules circulant sur les routes américaines. Au cours du seul premier semestre de 2025, ces ateliers ont rédigé plus de 137 millions d'ordres de réparation et ont généré 81 milliards de dollars en pièces et main-d'œuvre. Quand un avis de rappel arrive dans la boîte aux lettres, c'est l'atelier au bord de la route nationale qui l'honore. Ce travail ne fait pas le journal du soir, et ce n'est pas ce que quiconque imagine quand il pense à un concessionnaire automobile. La réputation n'est pas une question de personne. C'est une question de structure. Il y a 1 siècle, un constructeur a résolu un problème de trésorerie en obligeant le détaillant à acheter le stock. Il y a 70 ans, ces détaillants ont résolu un problème de survie en s'inscrivant dans les codes législatifs de 50 capitales d'État. Et l'acheteur, qui n'a jamais siégé à aucune des 2 tables de négociation, a hérité de l'arrangement que Detroit et ses concessionnaires ont bâti entre eux. Gallup pose la même question sur l'honnêteté depuis 1976, et la réponse bouge à peine. Le sticker de vitre est toujours là, exactement où Mike Monroney l'a placé en 1958, et ce n'a jamais vraiment été un cadeau à l'acheteur. Quoi que disent les formations à la vente, c'était une trêve.
un traité entre des concessionnaires qui ne pouvaient pas se faire confiance mutuellement. Ce qui laisse une question à laquelle les 70 dernières années n'ont pas répondu. Le Packing nous a donné le sticker de vitre. L'essor du bureau de financement a produit l'exemption enfouie dans la loi Dodd-Frank. Une pénurie de semi-conducteurs a placé cette deuxième feuille de papier sur le pare-brise. Celle avec l'ajustement de marché imprimé dessus. Alors, que nous réserve la prochaine pénurie? La semaine prochaine, je décortique comment le contrat d'extension de garantie est devenu le produit le plus rentable au bilan d'une concession. Abonnez-vous et il vous attendra.